toutes ces fables, il y en a 145, elles proviennent chacune d'une collection, qui n'est pas une collection personnelle, qui est une collection collective, de tickets de caisse. En revanche, l'usage du ticket de caisse comme matériau de travail, qu'il soit littéraire, sonore ou plastique, c'est un matériau qui vient de très loin dans mon travail. J'ai démarré l'écriture en compagnie de ces tickets de caisse. Ça fait peut-être 25 ans que je lis des tickets de caisse. Alors après, ils prennent différentes formes. Au départ, ils avaient une forme plutôt, ce qu'on appelle poésie sonore. Ils avaient un objet plutôt poésie sonore. Ils ont pris des formes plastiques, jusqu'à devenir des formes à proprement littéraires dans fables. Mais voilà, il m'a fallu un certain nombre d'années, quasiment 15 ou 20 ans, pour me rendre compte que moi qui croyais au départ être en présence d'un matériau d'écriture très pauvre, quasiment uniquement informatif, il m'a fallu plus de 15 ans pour me rendre compte que ces tickets avaient des vertus narratives et fictionnelles insoupçonnées. Le jour où je me suis rendu compte que chacun de ces tickets respectait en quelque sorte la règle des trois unités. Et donc la règle qui va fonder le théâtre classique qui est formulé dans l'art poétique de Boileau, par l'unité de temps, l'unité d'action et l'unité de lieu. Un jour, je me suis rendu compte, un peu comme une évidence, que ces tickets de caisse respectaient tous ces trois règles-là. Et donc, potentiellement, un drama, une comédie ou une tragédie était présente sur chacun de ces tickets. Et c'est comme ça qu'a démarré l'écriture de fables, par cette révélation. Après avoir réalisé la présence de cette règle de trois unités sur chacun de tickets, je me suis mis à les collectionner, donc pas comme mes tickets. J'ai demandé aussi à mon entourage et même à des inconnus, en faisant des messages sur les réseaux sociaux, à me rapporter des tickets d'à peu près tous les pays. Puisque dans le livre, on va trouver des tickets européens, italiens, espagnols, anglais, mais aussi d'Amérique du Sud, d'Afrique, d'Asie, partout dans le monde. Sur chacun de ces tickets, j'allais constituer une sorte de lexique. Alors, je lis le ticket, mais j'en extrais 5, 10 mots qui sont présents sur le ticket. Alors ce prélèvement, il est assez libre. Soit le ticket, soit le mot est présent en tant que tel, soit ce sera une racine, soit ce sera une consonance, soit ce sera une évocation. Et une fois que j'ai ce lexique, commence le processus de fictionnalisation du ticket. C'est-à-dire que je vais composer une fable, une fiction, une histoire courte, à partir du lexique. C'est ainsi. Alors, comment dire, ce qui est à la fois la complexité et puis le caractère ludique de cette composition, c'est que beaucoup d'histoires sont possibles à partir d'une seule liste de mots. Donc l'idée est de pouvoir raconter une histoire courte en intégrant un maximum des mots que j'ai pu prélever sur le ticket. Mais une histoire de certaines des fables, notamment il y a un ticket qui est un ticket japonais, où là la graphie est totalement étrangère. Sur ce ticket, je n'ai pu prélever que trois mots. Et l'histoire a quand même été rendue possible en utilisant deux de ces trois mots. D'autres tickets, comme une liste de courses de Carrefour, là où vous retrouvez avec 14, 15, 20 mots, ça démultiplie les possibilités narratives. Donc il va falloir resserrer, étant en quelque sorte une forme d'expert du ticket de caisse, que ce soit sous ses formes littéraires, plastiques ou sonores, voilà, je les fréquente depuis tellement longtemps que je me suis aperçu de leur moindre évolution. Et il est vrai que depuis maintenant 5-6 ans, on a vu apparaître
sur les tickets de caisse, la plupart du temps, ce sont des prénoms. C'est-à-dire qu'on vous dit que le serveur ou la serveuse s'appelle Johan ou Jean, ce qui rajoute un élément supplémentaire dans mes règles de composition, qui est l'apparition de personnages. Outre, vous avez plusieurs personnages possibles dans un ticket de caisse. Vous avez donc notamment ces prénoms qui apparaissent, puis vous avez aussi les noms des rues. Boulevard Saint-Michel, j'ai le prénom de Michel qui apparaît, rue André Breton, mon personnage s'appelle André. Vous avez plusieurs personnages aussi qui sont présents sur chacun de ces tickets. Alors le nom même du restaurant, du supermarché, ou du bar, ou du magasin de bricolage, bien sûr, peut être prélevé pour servir la rédaction de la fable. Tout est bon dans le ticket de caisse. Pour plusieurs raisons, ça s'est étendu dans le temps, l'écriture du livre. La première, c'est que la première apparition de cet objet-là est un objet plastique. Vous aviez le ticket de caisse et à côté un post-it. Et donc un manuscrit sur lequel était composée la fable. Ces objets-là ont fait l'objet, enfin ces pièces-là ont fait l'objet d'expositions. Et puis c'est ensuite qu'est apparue l'idée de les faire rentrer dans un format littéraire, aller vers le livre. À partir de là, j'ai commencé à collectionner les tickets que d'autres personnes pouvaient me donner. Et donc, je rédige aussi les fables ou les fictions, les textes, au rythme des livraisons de tickets que je peux avoir. Et ça a pris à peu près 2 ans. Et cette temporalité-là a fait aussi varier les formes possibles. Parce que des tickets génèrent soit des histoires d'amour, soit des histoires policières, soit des différents types de... Tout le panel, en fait, est présent, des balades, l'écriture sur cette temporalité-là, à un certain moment, je me suis dit, il faut plus d'histoires policières, ou il faut plus de romance, ou il faut plus de... C'est une des choses. La deuxième, c'est que la graphie elle-même du ticket peut être à l'origine de l'histoire, c'est-à-dire sa beauté notamment. Vous avez, en France, la plupart des tickets de caisse sont assez négligés. Vous avez des informations standards, etc. Mais si vous regardez notamment les tickets de caisse italiens, ils sont très beaux. Vous avez souvent une image qui est présente. Et la fable pourra naître simplement, ou le choix même du ticket, parce que les tickets, j'en ai, là il y en a 145 dans le livre, mais j'en ai traité beaucoup plus, j'en ai conservé. Et certains je ne les ai sélectionnés que par leur graphie, que par leur caractère plastique. Au départ, je ne rédigeais que des tickets qu'on m'avait donnés ou que j'avais comme ça de courses ou d'achats que j'avais pu faire. Et puis c'est vrai que le livre se construisant, passant devant tel ou tel magasin dont le nom m'évoquait quelque chose, j'ai eu tendance petit à petit à aller faire mes courses pour avoir un ticket, en me disant, avec un tel nom de magasin, certainement qu'une histoire sera possible. Alors j'essaie de vous en trouver un là. Mais il y en a plusieurs dans le livre. Effectivement, par exemple, là je tombe sur ça, c'est un restaurant qui est situé rue des Amandiers à Paris, qui est la brasserie Coquin. Ça donne très envie, quand on est dans la rédaction du livre, d'aller déjeuner à la brasserie Coquin, du restaurant. Et il s'avère en plus que le ticket de la brasserie Coquin est magnifique. Ce qui est très rare pour un ticket français. J'ai eu tendance, au fur et à mesure, quelquefois, à me rendre dans un magasin pour écrire l'histoire. Mais ce qui n'est pas toujours garanti. Un des grands drames, c'est effectivement qu'aujourd'hui, l'impression du ticket de caisse est devenue aléatoire. À chaque fois que j'ai un ticket en main, j'ai tout de suite l'espèce de réflexe d'y trouver une histoire. Je sais qu'à chaque fois,
même si c'est un magasin dans lequel je vais tous les jours, une histoire va pouvoir se générer. Donc je n'ai plus ce regard, ce qu'on a tous, c'est aussi ce qui m'intéresse dans ce matériau d'écriture, c'est qu'on a tous un rapport très évident avec ces écritures-là. Chacun a pu faire l'expérience d'aller au supermarché, de ressortir avec un ticket avec une liste de courses gigantesque. Vous ne le lisez pas réellement, mais vous le regardez. Et le regardant, vous en faites comme une lecture flash. Vous avez le sentiment de savoir tout ce qu'il y a, effectivement, puisque c'est dans votre panier. Mais voilà, vous avez, comme si vous connaissiez toutes ces écritures, vous le lisez de manière immédiate et dans son intégralité, juste par un seul regard. L'autre singularité, particularité du livre, c'est que ces tickets de caisse vont perdurer, ce qui n'est pas leur destination première. Puisque c'est aussi ça qui m'intéresse dans le travail sur ces écritures-là, c'est que c'est ce qu'on appelle une impression thermique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'impression, il n'y a pas d'encre. C'est ce qui fait que votre ticket de caisse, il va disparaître avec le temps, il va s'effacer. Dans le livre, les tickets de caisse vont durer, ce qui n'est pas leur... Et donc les histoires vont perdurer. Moi, tout ticket de caisse aujourd'hui, c'est une fable, c'est une histoire qui m'attend. J'ai fait l'exercice, pour notre rencontre, j'ai fait l'exercice inverse de celui de départ. Parce qu'en tant qu'auteur de la fable, ce qui se passe, c'est que j'extrais mon lexique, et ensuite je compose mon récit, en essayant, donc en réduisant. Je n'arrive pas toujours à intégrer ma liste de 10 mots dans le récit. Là, j'ai fait l'exercice inverse, qui est plutôt l'exercice du lecteur, pour le coup, qui est qu'à partir du récit, retrouver dans le ticket les mots que j'avais. Alors, par exemple, je vais prendre... qui est assez joli aussi, c'est le rouge limé, Boulevard Voltaire. Ça fait partie de ces tickets, quand même, qu'on trouve qui sont... Quels sont les mots que j'ai utilisés? Donc, justification, valable, Voltaire, limé, rouge, compris, manche, comptable, net, serré et vie. La séparation. Il lui dit que ses justifications n'étaient pas valables, que même Voltaire n'aurait pas voulu de ses arguments éculés, qu'il n'avait aucunement cherché à la limer, comme elle le disait à ses amis. Elle devint toute rouge et lui répondit qu'il n'avait rien compris, qu'elle n'utiliserait pas un tel vocabulaire, qu'avec son petit esprit serré et sa vision comptable, il n'irait pas bien loin dans la vie, qu'il n'avait plus d'atouts dans sa manche, et que de toute façon, il n'était pas très net. Ils se séparèrent pour ne plus jamais se revoir. Un autre exemple, voilà, celui de la prison d'Alcatraz. Qu'est-ce que j'ai pris? Donc là, pour le coup, le ticket en anglais, donc il y a aussi un travail de traduction. Qu'est-ce que j'ai prélevé alors? Alcatraz, Capone, retour, question, ristourne, or, marchandise, cash, méthode, organisation, solde, recevait, Golden Gate et San Francisco. Là, c'est une amie qui partait en voyage aux États-Unis qui me dit je vais à San Francisco. Ramène-moi, bon, je dis, ramène-moi des tickets. On a ramené plusieurs d'ailleurs qui sont présents dans le livre. D'autres très amusants aussi. Et elle me dit je vais à la prison d'Alcatraz. Donc moi, immédiatement, je lui dis ramène-moi un ticket de la prison d'Alcatraz. Voici l'histoire. Alors, quelquefois, la fiction peut être liée au ticket lui-même. D'autres fois, il s'en détache totalement. Là, il y a quand même Capone sur le... On a Alcatraz et il y a Capone sur le ticket, donc forcément, les liens sont conservés. Le gangster. Quand les portes de la prison d'Alcatraz se refermèrent sur lui, Capone sut qu'il n'y aurait pas de retour en arrière. Pas question d'envisager une ristourne sur sa peine. Il avait accumulé des montagnes d'or en écoulant sa marchandise dans les bars de Chicago, et il payait cash les méthodes brutales de son organisation. Aujourd'hui, c'était solde de tout compte. En remerciement de ses services rendus à la nation, il recevait une vue imprenable
sur le Golden Gate de San Francisco. Vous le disais, le japonais, il y a très très peu de mots à prélever. Et donc j'ai gardé JR et net. Le titre c'est Dallas. Le jour J de la retransmission de la série Dallas, il était devant son poste de télévision à 13h50 pétante. Il était un grand fan de JR, même s'il trouvait le personnage pas très net. Alors regardez par exemple un ticket italien, vous voyez, Cavo, c'est très joli. Ce genre de ticket, il n'y a pas énormément de matériaux d'écriture dessus, mais la beauté du ticket fait que, effectivement, ce ticket-là, je suis allé le fabriquer. Alors, quels sont les mots prélevés? Avoir, vendu, or, irréparable, échangerait, à nouveau irréparable, Michel, l'étalage, heure, état d'origine, poétique, art, soumis, point, et TT. TT venant de TTC. Alors ça, je l'ai utilisé parce que, justement, je parlais des expressions, et je suis allé chercher pour celui-là une expression québécoise, qui est TT quelqu'un. La fable, maintenant. Le truc. Tu t'es fait avoir, lui dit Olivier. Le gars t'a vendu un truc hors d'usage et en plus irréparable. Je te l'échangerai pas pour 10 balles. Irréparable mon cul, répondit Michel. Tu fais tout le temps l'étalage de ta science. Je repasse dans 1 heure et je veux le retrouver dans son état d'origine. Dis donc, c'est pas très poétique, ça. T'as l'air de parler aux gens, toi, s'agaça Olivier. Mais c'est pas en me têtant que ça changera quelque chose. Tu m'as soumis un problème et je t'ai répondu. Voilà. Point barre. Michel reprit son truc et repartit en maudissant tous les habitants du Québec. Alors c'est un ticket de Gilbert Joseph, libraire Boulevard Saint-Michel. J'ai donc acheté 2 livres qui sont L'art poétique et Irréparable d'Olivier Cadieux. La mention, enfin le 4e de couverture, citant Boileau, et aussi une évocation de l'art poétique d'Olivier Cadieux. Qu'en un lieu, qu'en un jour, un seul fait accompli tienne jusqu'à la fin le lecteur ravi. D'après l'art poétique de Nicolas Boileau, chant 3, vers 45-46. Alors la vraie citation, qu'en un lieu, qu'en un jour, un seul fait accompli tienne jusqu'à la fin le théâtre rempli. Jeu, comme chacun d'entre nous, il n'y a pas de jeu unifié, unique, je suis un jeu multiple. Alors, c'est un jeu qui s'origine dans l'écriture, dans la poésie, notamment dans la poésie sonore, mais c'est un jeu qui, dès ses premières entrées en littérature, a tout de suite considéré que l'écriture était aussi, et peut-être d'abord, un graphe, quelque chose de visuel, comme ça l'est aussi. Et si mes premières articulations de l'écriture, de ces graphies, sont allées vers des objets poético-sonores, ils ont aussi très rapidement pris des formes à la fois plastiques, sonores, littéraires, mais quel que soit le champ dans lequel les objets vont aller se poser, c'est toujours l'écriture qui en est l'origine. C'est toujours un rapport à l'écriture, que ce soit sa version graphique, sonore, articulée, enfin, le sens ou autre, c'est toujours l'écriture qui en sera l'origine. Et il est possible aussi, comme on le voit d'ailleurs avec Fable, qu'un objet d'écriture qui aura démarré sa vie en quelque sorte dans un état plastique, puisque d'abord Fable, ce sont des pièces visuelles qui ont donné lieu à des expositions. Et ensuite est né le projet littéraire. Chacun des objets que je fabrique peut se retrouver comme ça dans différents états. Démarrer dans le livre, et possiblement ensuite aller vers la performance ou le son, ou à l'inverse, démarrer dans un travail plutôt sonore, pour ensuite prendre une forme plastique ou autre. Et l'autre particularité, c'est que
lorsqu'une trace d'écriture est engagée, elle ne s'achève jamais en quelque sorte. Comme je vous le disais, moi les tickets de caisse, je les travaillais dans la série des événements, qui étaient des poèmes sonores, sortis en 2001. Fable vient directement de cette histoire-là. Ça a eu différentes étapes. Ça a commencé dans un livre de poésie sonore, ensuite ça allait vers des objets plastiques, et c'est revenu dans une forme véritablement littéraire avec Fable. Mais voilà, finalement c'est le même matériau au départ qui lance cette lignée d'écriture, qui va comme ça au fil des années, au fil même moi de ma propre progression dans mon rapport à l'écrit, va prendre différentes formes et s'inscrire à différents endroits. Donc ça ne se tarit en quelque sorte jamais. Alors il y aura probablement pas de tome 2, mais ça ne signifie pas que j'en ai fini avec le ticket de caisse.